Center Works, que vous devriez tous comprendre, Thomas Lohninger et Ubdev Ubdev Tiwari. Tiwari, qui travaille à Mozilla. Merci. Donc aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi ces systèmes existaient, pourquoi ils ont été déployés dans certains pays et surtout qu'est-ce qui va se passer après et quels sont les moyens de résistance. Les systèmes de digitalisation de l'identité sont pas extrêmement répandus, donc on va parler des pays suivants affichés sur la carte, et principalement les pays en rouge et en orange sont intéressants pour nous. En rouge, c'est l'Inde, c'est le projet Aadhaar dont on a parlé dans d'autres congrès, donc on va regarder de manière très superficielle, mais en orange, vous avez l'Europe, c'est le système EIDAS, où on va regarder comment les personnes peuvent communiquer avec leur gouvernement. Ensuite, on a donc le projet Aadhaar en Inde. C'est quelque chose... Ah, pardon, problème avec le clicker. Donc le projet Aadhaar, c'est principalement motivé par les objectifs des Nations Unies pour mettre à disposition une identité légale. C'est important pour nous de séparer l'identité et l'identification. L'identification qui est issue par un gouvernement pour proposer une manière de faire un assessment de l'identité que vous possédez déjà. Donc, le programme d'ID digital doit résoudre les problèmes que l'identité Avec le projet Aadhaar en India, donc on a actuellement environ 75 à 80% de la population qui est enrôlée, soit 1,5 à 2,5 milliards de personnes qui sont déjà dans le projet Aadhaar. Le projet Aadhaar a beaucoup les aspects sécurité, les aspects sur la vie privée. Si cela vous intéresse, écoutez le talk qu'Iran a donné au précédent congrès. Aadhaar, à son niveau de base, est un concept qui dit qu'on n'a pas besoin d'un matériel physique pour être identifié. Au lieu de ça, nos données biométriques sont utilisées pour nous donner un numéro. Pour fournir ce numéro, on utilise trois choses. Donc, les scans de l'iris, les empreintes digitales et une photographie. Ces trois données sont combinées pour fournir un identifiant unique qui vous suivra le reste de votre vie. S'il est compromis, s'il est rendu public, il ne peut pas être changé. Il n'y a rien dans la loi indienne, par exemple, qui permettrait de réémettre cet identifiant. La plupart des risques qui viennent de l'identifiant par des moyens biométriques sont rendus encore plus forts dans ce système, car c'est votre corps, vos données qui servent d'identifiant. Cela mène également à des scénarios assez intéressants dans le projet Aadhaar. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, quand le projet Aadhaar a été déployé? Donc, ce graphe montre que la loi qui a effectivement créé le projet Aadhaar est passée en 2016. La partie choquante est que c'est des millions de citoyens indiens ont été enrôlés dans le projet Aadhaar alors que la loi n'est pas passée. Une autorité exécutive a poussé le projet de sorte que des citoyens puissent être enrôlés avant qu'il y ait un fonds légal à ce projet.
projet. Cela a mené à un combat de la société civile pour empêcher cela. Mais l'échelle du projet Hadar c'est la première chose dont nous allons parler. Après cela, pendant que l'enrôlement continue, une deuxième tendance a émergé, le fait que Hadar a été d'abord utilisé comme un identifiant pour un premier but. On a ensuite observé Hadar étant demandé pour l'enrôlement dans les écoles, et donc les enfants avaient besoin d'être enrôlés dans Hadar. Et donc, les enfants avaient besoin d'être enrôlés avant même parfois d'avoir un certificat de naissance dans Hadar afin de pouvoir être, par exemple, inscrits à l'école. Cela ne tient pas compte que, par exemple, certaines données biométriques telles que les empreintes digitales peuvent varier au cours du temps. Et donc, officiellement, selon le gouvernement hadien, le projet Hadar n'est pas nécessaire pour être inscrit à l'école. Cependant, en pratique, il est de plus en plus commun d'observer que vous allez simplement être refusé si vous n'êtes pas enrôlé dans Hadar. Un autre aspect du projet Hadar est que c'est vraiment la base de comment le gouvernement indien observe l'inscription dans la vie numérique. Donc Hadar, c'est vraiment la base de beaucoup d'interactions qui ont lieu dans la société. Donc, par exemple, ce qu'on va appeler le Presence Layer, la couche paperless, qui fait qu'on va pouvoir avoir une identité sans document tangible. Donc la couche qu'on va appeler cashless, qui est un des projets qui a eu le plus de succès. Et enfin, la couche du consentement. Donc, différentes de ces couches vont pouvoir être combinées pour que les individus puissent prendre part à des interactions d'ordre numérique. Cette idée n'est pas spécifique à l'Inde. Les États-Unis sont en train de faire quelque chose d'assez similaire avec ce qu'on appelle la DPI. Et beaucoup des tendances et des concepts dont je viens de parler vont aussi s'appliquer à d'autres pays et à d'autres endroits dans le monde. Je vais maintenant parler du règlement EIDAS. Merci. Donc, comme vous avez entendu, on a justement passé les accords pour harmoniser l'identité digitale en Union européenne. Donc, on a vraiment un système différent dans énormément d'États de l'Union européenne. Donc, le nombre de personnes avec des identités digitales est dans certains pays 10%, d'autres 90%. Et l'Union européenne veut maintenant tout harmoniser dans ce qu'on appelle le Digital Wallet, donc un wallet digital, où vous pourrez avoir votre carte nationale d'identité, vos documents d'assurance, vos diplômes, ça peut aussi être un permis de conduire, ça peut être aussi vos cartes de fidélité ou vos documents financiers, vos documents médicaux également avec vos vaccins. Et toutes ces informations peuvent être utilisées quand vous vous authentifiez, quand vous vous identifiez, quand vous vérifiez des agripio ou signez des documents dans différentes organisations. Donc voilà, la discussion aujourd'hui est sur le type d'institution qui peut utiliser ces données pour vous identifier. Donc ça peut être une banque, mais ça peut aussi être la police, ça peut être les douanes, ça peut être quand vous allez à un théâtre ou que vous faites du commerce en ligne. C'est vraiment un système universel pour identifier et authentifier et vérifier les attributs sur une personne, un gouvernement ou du secteur privé
en ligne ou en présentiel. Et l'objectif de l'Union européenne, c'est 80% de pénétration dans la population de l'Union européenne. Donc, tous les jours depuis plusieurs années, depuis que le système est en train d'être déployé, c'est sûr que vous allez vous confronter à ce système-là en vous connectant sur différentes grandes plateformes comme Google, Facebook, Twitter ou Apple qui vont demander ce système pour se loguer à leur service. C'était pas la volonté première, mais Pornhub, par exemple, pourrait être utilisé pour se loguer avec le Digital Wallet. Donc, c'est un outil pour tous les dominer. Donc, une technologie, un niveau de sécurité pour acheter des cigarettes ou faire votre déclaration d'impôt, pour ouvrir un compte en banque ou pour vous loguer dans Facebook. Et cette clé universelle, bien sûr, contient énormément de risques. Mais avant de regarder en détail, on va repasser à l'Inde. Merci Thomas. Donc, en parlant des risques, on va regarder certains risques et comment ils se manifestent en Inde avec le déploiement d'Aadhaar et avec eIDs également. Donc, en Inde, l'un des plus grands risques, c'est l'exclusion. Cette idée que Aadhaar serait accepté parce que pour l'accès aux services gouvernementaux, l'accès à l'école, l'accès aux services bancaires ont été des problèmes qui ont créé des manifestations de certains groupes. Et certaines de ces manifestations ont eu du succès et ont démontré l'exclusion pour certains endroits dans lesquels Aadhaar et a modifié les secteurs dans lesquels Aadhaar était nécessaire ou pas. Donc si un fournisseur refuse de vous proposer un service parce que vous ne voulez pas fournir Aadhaar, c'est plus facile de venir avec un morceau de papier qui dit que le gouvernement ne peut pas obliger l'utilisation d'Aadhaar. Donc l'exclusion continue quand même à être un problème et un des risques importants, c'est comment les organisations de sécurité civile repoussent Aadhaar par rapport à un certain âge. Et certaines personnes qui étaient des nationalistes et qui ne luttaient pas pour les intérêts du pays. Ensuite, il vient la partie privée et sécurité, vie privée et sécurité. Ici, on a un journal qui documentait qu'il y avait au moins 210 instances de fuite d'informations par rapport à Aadhaar. Le gouvernement indien dit que le lieu centralisé où sont stockées toutes les données centralisées d'Aadhaar n'a pas été pénétré pour le moment. Mais ce site n'a pas besoin d'être pénétré pour accéder aux données sensibles contenues dans les identifiants de Aadhaar. On a, par exemple, des informations qui sont présentes dans d'autres bases de données utilisées par des agences gouvernementales ou des agences d'État. Par exemple, les informations sur l'enregistrement dans les différents États qui sont automatiquement remplis par Aadhaar au moment où les personnes s'installent dans un endroit. Donc, on a vraiment des endroits beaucoup plus simples à attaquer pour accéder aux informations contenues dans Aadhaar. On le voit sur le screenshot sur la droite. C'est un bulletin d'information où on peut voir pour l'accès biométrique à un système et les informations récupérées par Aadhaar, qui peuvent être du coup récupérées sur le net. Aadhaar en tant qu'identifiant unique devrait permettre aux individus de lier leurs services les uns aux autres.
Sur la gauche, vous voyez une publication demandant aux citoyens indiens de lier leur identifiant de votant à leur Aadhaar. Donc c'est une pratique qui est vraiment encouragée par le gouvernement. À droite, on voit un poster publicitaire qui a été publié par OnGrid et qui suggère qu'on peut donc permettre de faire de l'identification des individus. Donc en bas, vous pouvez voir ce champ Enter OTP, donc entrer un OTP. Et donc c'est une des façons dont Aadhaar est utilisé fréquemment en Inde. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas vraiment recommandé pour des raisons de sécurité comme second facteur d'authentification. Et c'est même une des choses qui est le plus fréquemment utilisée dans Aadhaar. Donc cette idée que Aadhaar est un système qui est complet, c'est quelque chose qui est assez insisté dessus et qui est défendu par un des architectes du projet Aadhaar. C'est quelque chose qu'il a affirmé par le passé, que Aadhaar est maintenant un système complet, car c'est vraiment une grande partie de la société indienne et de la culture indienne, et que ça va être la base d'autres efforts, et que la contestation de la société civile ou d'autres groupes est une cause perdue, car tout le monde l'utilise déjà, et que pourquoi l'améliorer, ça fonctionne déjà bien. C'est aussi quelque chose qu'on observe ailleurs dans le monde. Les leçons tirées du système Aadhaar ont été des clés dans les systèmes observés ailleurs. C'est pour ça que des systèmes d'identité numérique peuvent priver certains citoyens de l'accès à des problèmes de base. Et on voit que ces risques peuvent augmenter en Europe également. On a une pétition ici qui a récupéré énormément de signatures sur change.org qui empêcherait les retraités d'accéder à leurs finances de manière physique, car des banques digitales pouvaient donner accès à leurs fonds. Donc on voit que l'exclusion n'est pas vraiment limitée à certaines parties du monde. Donc maintenant, on va revoir avec Thomas la partie identification. Parlons maintenant de suridentification, qui est vraiment un concept important lié au risque que ces systèmes peuvent amener dans des situations de la vie courante. À l'heure actuelle, on est sur quelque chose d'assez limité. Ces systèmes d'identité numérique, à l'heure actuelle, vous permettent pas par exemple, de reconnaissance des visages. Vous pouvez aller où vous voulez sans problème, etc. On a pu voir dans le monde, en Allemagne, en France, etc., des mises en œuvre de lois relatives aux usages sur Internet. Ces propositions pourraient souvent être empêchées en mettant en œuvre des moyens pour l'identification. Ces systèmes gouvernementaux pourraient rendre le prix nul. Dans tous les domaines de la vie, on aurait des inquiétudes sur l'observabilité, sur les actes d'un individu, dans différents domaines, le domaine financier par exemple, etc. Malheureusement, on ne peut pas seulement s'appuyer sur le GDPR pour empêcher ce genre de choses. Dans beaucoup de situations, le consentement n'est pas suffisant. Il y a des défauts évidents dans le RGPD.
On observe souvent des choses de type payer ou consentir pour l'usage d'un service. Et c'est pour ça qu'il faut parler de garde-barrière. Le garde-barrière le plus important, c'est de commencer par le bien. L'idée basique, et qu'on ait une mesure contre la discrimination pour protéger tout le monde dans toutes les situations quand ils choisissent de ne pas utiliser ce nouveau système. On a établi cette idée qui a ensuite été adoptée, qui s'est retrouvée dans la loi finale. Vous êtes protégés pour tous les services gouvernementaux dans le secteur privé, etc. On ne peut pas vous demander de payer plus juste parce que vous n'utilisez pas ce système. Il y a toujours une alternative, ça ne doit jamais être obligatoire. La deuxième chose, c'est la notion d'identifiant unique. En Inde, on a vu comment le système Aadhaar est une part centrale de la société. Et on peut observer des choses assez similaires d'autres endroits avec des numéros de série. Et dans l'Union européenne, on a effacé toutes les références à ce type d'identifiant unique. Ensuite, il y a la notion de droit à la pseudonymité. Vous n'êtes pas obligé de vous identifier, par exemple, avec une banque ou une compagnie télécom. Vous pouvez toujours donner un pseudonyme. Lorsque vous prouvez quelque chose à propos de vous, souvent sous la forme de ce qu'on appelle une preuve de connaissance nulle, par exemple, ça peut être des choses comme prouver que vous êtes majeur sans donner votre date de naissance. Et ensuite, la non-liabilité. Cela établit que lorsque l'on interagit avec une autre partie, il existe des mesures techniques qui empêchent la corrélation entre le système et vous, afin que vos données ne puissent pas être corrélées à vous-même. Mais tout n'est pas à propos de la technique. On parle également de société, etc. Et il y a un cas d'usage fort où toutes les sociétés qui souhaitent utiliser ce système ont besoin de s'enregistrer et de décrire les données dont elles ont spécifiquement besoin à propos de vous pour fonctionner. Et cette liste est publique et observable par tous. Maintenant, les mauvaises choses. Nous n'avons pas réussi à établir un garde-barrière suffisant qui empêcherait l'utilisation de données biométriques pour ce passeport numérique. Les gens ne souhaitent pas forcément utiliser leurs données biométriques pour des systèmes gouvernementaux. Ensuite, le plus gros problème est le problème de non-observabilité. Si une autorité, un gouvernement, sait tout ce que vous faites avec ce passeport numérique, c'est pas quelque chose que souhaitable. Et on souhaitait vraiment empêcher cela. Donc on a vraiment essayé de retirer ça du texte et on a une bonne chance on a de bonnes chances pour que ça réussisse. D'autres choses qu'il faut signaler, je pense que les hackers vont vraiment bien s'amuser avec le système car dans les premières années, il n'y a aucune certification commune pour sécuriser le système. Donc honnêtement, le schéma de certification pas très convaincant. Disant, bon voilà, ce système est sécurisé ne veut pas dire que le système est en réalité sécurisé. Mais on aura donc plusieurs niveaux de sécurité au départ.
rare, et donc c'est quelque chose avec lequel on va pouvoir s'amuser. On a une demande que certaines parties du logiciel soient open source, mais bien sûr, la sécurisation est importante, c'est de l'argent public, donc on demande à ce que ce soit public. Merci Thomas. Brièvement, j'aimerais parler de quelques stats et cette image de 2019, mais c'est à ce moment-là où peu de gens étaient enregistrés dans ADA. Donc, quelles sont les mesures qui ont été implémentées dans l'écosystème ADA pour la sécurisation? C'est la statistique la plus importante, c'est que la majorité des usages, même si c'est une identification digitale, était dans le monde physique. Donc, c'est la manifestation de la carte physiquement, donc avec l'identifiant de la carte et les photocopies. Donc c'est vraiment les deux cas d'usage les plus fréquents. Et les mesures qui ont été implémentées pour adresser les problèmes de sécurité sur le numéro ADAR virtuel dont Thomas parlait, c'est que s'il y a un problème si le numéro est compromis, on peut avoir des mesures de contingence avec le MAST ADAR qui vous permettent d'avoir une copie. Si jamais l'information physique est compromise, vous pouvez avoir une copie virtuelle avec un numéro et ça vous permet d'utiliser certaines mesures pour vous authentifier et pour accéder aux ressources. C'est des points que j'aimerais bien mettre en évidence parce que certaines implémentations de la sécurité ont joué un grand rôle dans les discussions. Par exemple, on va pouvoir pointer vers des exemples où l'anonymité n'existe pas. Et c'est vrai pour des solutions qui sont présentes dans la législation européenne. Finalement, on a la litigation, les corrections. Donc, plusieurs systèmes comme l'ID digital du Kenya ont été sauvés par leur code. Donc, le problème de l'identité digitale kenyane était la collecte des informations d'ADN et donc cette partie-là a été retirée du code et une nouvelle version a été lancée qui respecte mieux la vie privée et respecte mieux la vie privée. C'est un jugement de la Cour suprême qui a permis de démarrer la conversation et la population dans la société kenyane, la discussion a pu être lancée et les problèmes ont pu être résolus. C'était entre 2015 et 2019. Et on va passer à Thomas pour la partie DPI. Donc, on n'a pas terminé la partie européenne. Donc, on ne s'attend pas à ce que ce soit stoppé d'ici là. Il y a déjà une majorité très en place, etc. Donc, ça fait 2 ans et demi de réformes qui vont bientôt se terminer. En août prochain, on devrait ensuite voir ce passeport numérique apparaître dans différents pays. Et d'ici à 2026, tous les pays devraient offrir cette possibilité. L'implémentation technique, puisqu'on est dans une conférence de hackers, est développée par le IDAS Expert Working Group, donc un groupe d'experts qui est constitué de personnes du gouvernement, de différentes sociétés, etc. Il y a quand même eu quelques fuites et on est en train de les analyser
Et donc, si vous voulez aider avec ça, on serait content de collaborer avec vous. Donc, EIDAS, c'est seulement une pièce du puzzle. Donc, c'est quelque chose qui est également mentionné dans d'autres législations. Je ne sais pas si on a un talk cette année à propos de ça, mais c'est quelque chose qui requiert notre attention car ça va créer une exception au RGPD. Et donc, ça va concerner comment nos données sont traitées dans les milieux médicaux. La seconde chose, c'est le domaine de la recherche. Donc, on va avoir des choses comme le permis de conduire, on en a déjà parlé précédemment. Et donc, une autre loi sur laquelle on travaille, vous pouvez trouver des choses à ce sujet sur notre site Internet. Donc ça va également exister au sein du même passeport numérique. Ce n'est pas seulement l'Europe, ce n'est pas seulement l'Inde, c'est vraiment une tendance mondiale. Donc, on a montré une carte incomplète au début. C'est vraiment quelque chose qui apparaît partout. Ça implique des acteurs tels que les Nations Unies, tels que la Banque mondiale, etc. Et donc maintenant, il y a un processus en cours qui vise à établir ces garde-fous pour tous ces systèmes des pays. Donc, l'idée, c'est d'être assez ouvert. À quel point on peut croire en ce bon principe, ça reste sujet à question. Aussi, le planning des Nations Unies. Donc, c'est un planning qui est assez ambitieux. Donc, je crois que ce processus est encore pire qu'un processus parlementaire. Et bon, après, est-ce qu'on aurait la transparence à laquelle on pourrait s'attendre, c'est une autre question. J'aimerais résumer un petit peu les différents axes de résistance qui existent. Donc, ce talk ne devrait pas vous laisser désespérer, et au contraire, j'aimerais bien vous donner quelques éléments d'espoir. Donc au Kenya, on a pu voir qu'un système qui était vraiment voué à collecter des données et déployé au niveau du pays a pu être stoppé. De manière similaire, en Inde, on a pu avoir des cas qui ont de la société civile qui ont abouti à un succès. Donc, malheureusement, avec la réforme européenne, on va avoir besoin de beaucoup plus de surveillance de la part du public. Toute forme de réponse de responsible disclosure et peut potentiellement aider. C'est quelque chose qui s'est passé en Allemagne récemment. J'espère que c'est quelque chose qui peut se répliquer ailleurs en Europe. La dernière chose, c'est ce qu'on va appeler advocacy. Donc, ça peut être les journaux, d'autres médias. L'idée, c'est de rendre cette information publique, de laisser l'information s'étendre. Et si vous voulez en discuter, je vais être là sur les prochains jours du congrès. On a des self-organizations. Si vous avez des choses à dire à ce sujet, s'il vous plaît, venez me voir et on en discutera. Tous ces efforts contre ces systèmes d'identité numérique, c'est des choses qui ont été faites par des bénévoles. On ne reçoit pas de financement pour ça. Donc, votre aide peut être utile. Merci beaucoup. Donc, on a 10 minutes pour recevoir quelques questions. Donc, les premières sont déjà en train d'arriver. Est-ce qu'il y a des questions d'Internet? Ok, commençons par ça. Les Internets souhaiteraient savoir s'il est possible de blacklister un identifiant Aadhaar
et de couper quelqu'un du système complètement. Donc on n'a pas de documentation sur ça pour le moment, et c'est principalement parce que les numéros sont provisionnés, mais on n'a pas de documentation pour l'instant sur des événements comme ça, sur des actions délibérées. On a eu des problèmes de duplication et on a eu des problèmes dans la base de données, mais c'est plutôt des problèmes techniques que des actions délibérées. S'il vous plaît, gardez vos questions courtes parce que... Donc deux questions. La première, j'ai vu qu'en Inde, on n'a pas une couverture complète par radar. Donc, ces gens qui ne sont pas dans le système, quel type de gens sont-ils? Est-ce que c'est des gens qui résistent? Est-ce qu'ils sont exclus? Seconde question, est-ce qu'on va en Europe avoir cet identifiant virtuel un petit peu à la manière de ce qu'on voit en Inde? Donc deux questions. Donc sur les raisons, il y a une petite fraction de personnes qui a résisté en Inde, mais c'est plutôt des personnes qui n'ont pas la possibilité de s'inscrire. Une des caractéristiques principales d'Aadhaar, comme c'est un identifiant unique, la seule manière de s'inscrire, c'est d'avoir un autre identifiant. Donc l'adresse, l'identité, l'âge, c'est des documents gouvernementaux qui doivent être envoyés et certaines personnes ne les ont pas du tout. Donc c'est des gens qui vivent dans des endroits reculés, donc ils n'ont aucun document où leur identité a été volée et donc un fichier Aadhaar a déjà été créé pour eux et ils ne peuvent pas en recréer un. Donc on voit que c'est souvent voilà, des problèmes qui sont liés à des personnes résistantes. Et par rapport à l'Europe, non, on n'a pas. Par contre, on a commencé par un numéro qui pourrait gérer tous les autres et on a pu supprimer toutes les références à un identifiant unique qui sera utilisé pour la partie communication pour matcher entre les pays, mais c'est uniquement entre les frontières, entre les pays. Bien sûr, certains attributs peuvent être utilisés comme identifiants, comme des cartes de fidélité ou des numéros de sécurité sociale, où ces identifiants seront assignés par des gouvernements et utilisés comme des identifiants uniques, mais le système ne contient aucun de ces identifiants. J'ai une petite question concernant ces systèmes de passeports qui sont encore en développement, donc pour l'Europe notamment. Donc, ils utilisent un standard ISO-MDOC. Est-ce qu'il y a une façon de contribuer à ces standards ouverts? On a essayé dans une version plus ancienne d'utiliser des documents open source pour réduire les coûts et les intérêts privés. Et donc, il y a les grands vendeurs ont envie que ça passe propriétaire plutôt, justement pour ces raisons-là. Et cette discussion est en cours et sera terminée en août. Donc, pour l'instant, il y a énormément, pas trop de décisions ont été prises. Donc, il faut vraiment utiliser les garde-barrières et pour les adopter. Donc, il faut que tout passe, mais il faut que le texte soit encore voté et discuté. Numéro 2, s'il vous plaît. Hello, merci pour la session. Je voulais demander si Aadhaar pouvait être victime de vol d'identité. À ma connaissance, les données biométriques sont faciles à hacker. Est-ce qu'il y a d'autres manières d'identifier avec un multifacteur, un identifiant multifacteur avec un RSA ou autre?
Donc, ce qui s'est passé initialement, enfin, la seule médication qu'on a eue et qui est permise par défaut est que le dashboard ADAR permet maintenant de verrouiller vos données biométriques. Une fois que c'est fait, vous pouvez seulement les déverrouiller par intervalle de 10 minutes depuis ce dashboard. Donc, à part s'ils ont également mon numéro de téléphone qui va ensuite permettre d'accéder à mon dashboard, là, à part dans ce cas-là, les données biométriques ne pourraient pas être utilisées et donc ça ne va pas fonctionner. Okay, thank you. A question from the internet, please. Question d'Internet. So the internet would like to know, Internet aimerait savoir, est-ce qu'on sait ce qui a motivé la création de ces systèmes et quels sont les cas d'usage principaux quand les gouvernements se concentrent dessus? Donc la raison première de la création de ADAR est qu'il y avait cette croyance assez populaire en Inde que les systèmes d'identité classiques, tels que ceux qui pouvaient donner accès à vos rations, etc., donc, était faux. Et donc, il y avait des problèmes sur comment les choses arrivaient jusqu'aux gens. Et donc, une des raisons de la création d'ADAR, c'était d'avoir la possibilité pour les gens de recevoir des subventions directement sur leur compte bancaire. Donc, l'idée, c'était de créer quelque chose qui leur permettait de recevoir ces subventions de manière beaucoup plus fiable. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle il y a eu les contestations, elles ont été un petit peu mises de côté de temps en temps. Maybe also ask the question for answer this question for other reasons. So we very often see the spin from World Bank and other UN. Je voudrais répondre d'un autre point de vue, c'est par rapport à l'efficacité. C'est plutôt parce qu'on a un manque de confiance envers les gens. En Europe, c'est par rapport à des questions économiques pour gagner. Donc, très tôt, une chose était vraiment claire, c'est que ce système sera utilisé par le secteur public. Donc, c'est aussi pour les intérêts des grandes corporations internationales. C'est pour ça que l'utilisation gouvernementale n'était pas la principal élément. On a du temps pour 3 questions encore. Donc très rapidement, vous avez déjà répondu à ma première question, qui était sur la raison de ces systèmes. Donc on a déjà répondu à ça. Votre contre-argument est que ces systèmes peuvent être utilisés pour la surveillance. Ma question est, qu'est-ce que vous deux vous proposez comme système qui fonctionnerait pour l'efficacité économique, mais qui ne pourrait pas être utilisé pour la surveillance? Ça, c'est vraiment la grande question. Est-ce que ces systèmes peuvent vraiment être sécurisés? Est-ce que n'excluront pas les personnes les plus marginalisées? Est-ce qu'ils peuvent vraiment être par balle et jamais abusés par des actes malveillants? Et le verdict n'est pas existant, on ne sait pas pour l'instant. Et c'est clair que ces systèmes, pour beaucoup de personnes qui créent les politiques, sont inévitables. Et donc, on a énormément d'attention des politiciens de différents spectres sur nos idées pour réformer cette partie. Mais je peux vous dire que peu de personnes impliquées dans les négociations ont bien dormi. Numéro 2, s'il vous plaît. Oui, bonjour. J'étais surpris de ne pas parler du passeport ukrainien numérique. Et je voulais savoir si vous aviez une opinion là-dessus, étant donné que c'est passé rapidement, ça a été régulé rapidement et parfois de manière très positive.
Donc, j'aimerais beaucoup avoir cette discussion avec vous sur ce sujet. Mais pour cette présentation, simplement, on n'avait pas le temps. C'est très difficile de couvrir ce genre de problématique à une échelle mondiale, mais c'est quelque chose qui, effectivement, aurait mérité plus d'attention. Dernière question d'Internet maintenant. Êtes-vous personnellement optimiste concernant la vie privée et les standards associés sur ces sujets? Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments positifs de standardisation au niveau du respect de la vie privée dans ce domaine, mais beaucoup de ces bonnes idées sont l'état de recherche. Je pense que dans 3 à 5 ans, on aura de très bons standards prêts à passer en production qui seront robustes. Maintenant, on essaye vraiment de résoudre une tâche impossible et c'est trop tôt pour adresser ça. Et je fais confiance au processus de standardisation. On l'a vu pendant la pandémie, comment les gens peuvent devenir créatifs pour implémenter le respect de la vie privée. Et ce qui est important, c'est d'être en alignement, en accord avec la réalité. Merci beaucoup, merci pour cette session et merci à tous d'avoir suivi la traduction. Vous pouvez nous laisser vos commentaires sur c3lingo@